plutôt que de respecter absolument la nature, tout comme de prétendre la dominer totalement, ne faut-il pas tâcher de la préserver, de la protéger, et même d'en prendre soin, et donc aussi de la cultiver, modifier, pour permettre la conservation, certes, mais aussi le déploiement de la nature, ainsi que l'accomplissement au mieux de l'homme. Pour cela, il faut donc bien, à l'encontre de l'éco-biocentrisme radical, commencer par reconnaître à l'homme seul le statut de sujet, de personne, c'est-à-dire d'un être qui peut et doit consciemment et volontairement, librement, donc, se distancier, et même s'arracher à la nature et à sa culture. Liberté qui lui confère une dignité absolument respectable. Et donc, le droit, mais aussi le devoir catégorique à l'égard de lui-même comme des autres hommes, de ne jamais traiter l'humanité en soi-même seulement comme un moyen, mais toujours en même temps la respecter comme fin, Kant. Cela devrait permettre d'éviter les confusions théoriques et les dangers pratiques du biocentrisme totaliste qui va de plus en plus aujourd'hui jusqu'à reconnaître à la biosphère et même aux écosystèmes des droits supérieurs à ceux de l'humanité au nom d'un antispécisme qui accorde notamment plus de valeur à nombre d'animaux qu'à des catégories entières d'hommes, comme par exemple les personnes porteuses de handicap, ce qui tend à l'abandon de l'humanisme éthique et politique démocratique moderne, issu des Lumières. Mais pour éviter aussi les limites et pathologies de l'anthropocentrisme mécaniste, il faut que l'homme reconnaisse, ou plutôt accorde, des droits à la nature, aussi notamment aux animaux dont la sensibilité les rend susceptibles d'éprouver du plaisir et de la douleur, ce qui doit donc susciter la compassion de l'homme, en ce que la nature n'est pas un objet inerte, opérable et consommable à volonté par l'homme, notamment pour ce qui est de l'animal. Mais cela doit être sans les lui accorder ses droits à égale dignité avec l'homme, puisque la nature n'est pas non plus un sujet, comme le sous-entend pourtant, voire l'affirme ouvertement et même violemment, un certain écologisme contemporain qui va jusqu'à exiger la reconnaissance des droits humains à tous les êtres de la nature, jusqu'au respect de l'intériorité psychique comme personne singulière, à chaque animal, à chaque végétal, voire à chaque minéral, la cause animale finissant par supplanter la cause humaine elle-même, jusqu'à culpabiliser et même criminaliser le fait de manger de la chair animale et même toute perspective d'élevage animal en vue d'user de ces produits dérivés. Plus encore, les partisans les plus radicaux de l'éco-biocentrisme en appellent à l'institution d'un contrat social naturel, lapsus significatif, d'un contrat naturel, Michel Serres, ou encore l'institution d'une nouvelle alliance, Prigogine et Stengers, entre les hommes et la nature. Mais les notions de contrat et d'alliance supposent un engagement égal et réciproque entre au moins deux parties également conscientes et soucieuses du respect de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs envers elles-mêmes et les autres. Si l'on veut, et il le faut, accorder des droits à la nature, dont les animaux, ces droits ne peuvent et doivent être pensés et pratiqués que comme des devoirs que les hommes se reconnaissent, se déclarent, se donnent à et entre eux à l'égard de la nature, droits indirects et non réciproques, donc, et juridiques, plus que moraux. Il ne saurait donc être question ici, en toute rigueur théorique et éthico-politique, que d'un nouveau contrat social qui comprendrait une charte relative aux droits de la nature, dont particulièrement les animaux. Ce à quoi la tradition républicaine française, notamment, n'est pas étrangère, de Rousseau à Clémenceau, en passant par Michelet et Victor Hugo, qui s'opposent ainsi à l'écologisme dont l'animalisme radical, de la démocratie à l'anglo-saxonne, dont l'utilitarisme et le pragmatisme font du bien-être ou encore du bonheur, entendu comme welfare, une valeur supérieure à toute autre, y compris
à la liberté elle-même. Concluons. L'alerte écologique ne peut donc être vraiment éclairante et émancipatrice que sous la condition de s'inscrire dans l'humanisme républicain des Lumières. Et cela en distinguant bien deux types d'écologie, pour faire nôtre, enfin pour faire mienne en tout cas, une écologie réformiste, démocratique, environnementale, et non pas donc l'écologisme néo-révolutionnaire, autocratique, total, afin précisément d'œuvrer réellement à la cause naturelle et animale en l'intégrant au débat et au combat pour la cause humaine, naturelle et culturelle, qui toutes deux nous tiennent tant à cœur à tous ici même.